Chers téléspectateurs de MyUC TV, chers fidèles de votre programme Télé Boss, bienvenue au 7e épisode de votre programme télé. Aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur, Monsieur Patrick Ewode, qui est le fondateur de la start-up Verify. Bonjour Monsieur Patrick et bienvenue à l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour et merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Alors, comment avez-vous trouvé le chemin pour arriver jusqu'ici? Je dois avouer que c'est pas difficile, c'est pas facile de se retrouver parce que par ici on a fermé une route qui mène ici. Oui. Donc j'ai dû me débrouiller en bon Camerounais pour arriver ici. D'accord. Alors, au cours de notre entretien d'aujourd'hui, nous allons aborder justement cette entrevue sur 2 points, à savoir premièrement votre parcours académique et professionnel. Et dans un second mouvement, nous allons parler de votre start-up Verify. Alors, pour commencer par vous, votre parcours académique, professionnel, comment est-ce que tout a commencé? Très intéressant. Donc, je dois vous dire en prélude, avant de répondre à cette question-là, que je pense qu'il y a un très fort accent qui est mis sur d'où est-ce qu'on vient, ce qu'on a fait, etc. Moi, par exemple, mon parcours et tout. Je voudrais dire en prélude que ce n'est pas vraiment une question de chemin. C'est plus une question je pense, de détermination. Et c'est pour ça que j'ai toujours été très, c'est peut-être que je fais les recherches, moi, très peu parlant sur ce que j'ai fait, d'où est-ce que je viens, machin, etc. et tout ça. Parce que je trouve que c'est pas forcément quelque chose c'est pas ça le point focal. Aujourd'hui, on a plein de gens qui se forment, notamment. On avait une conversation tout à l'heure. On a plein de gens qui se forment, qui sortent d'école, qui sont plutôt bien, mais qui n'arrivent pas dans le monde de l'emploi à pouvoir délivrer ce qu'on attend d'eux. Donc il faut bien comprendre que la question de l'éducation, c'est importante, mais la question de l'individu aussi, elle est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que les gens avec qui je travaille, notamment, on est plutôt exigeants et on met beaucoup plus l'accent sur quels sont les objectifs, la capacité d'un individu à se fixer ses objectifs, à avoir son plan de vie et décider de prendre sa vie en main. Okay? Ici au Cameroun, peut-être dû à notre culture un peu communautariste, communautaire, etc., les enfants appartiennent à la communauté. Donc les gens se disent que, ok, bon, moi je vais à l'école, je fais mon bac plus 3, mon bac plus 4, mon bac plus 5, et puis j'essaie de trouver un travail, et puis j'essaie quand même d'essayer de nourrir mes enfants, de nourrir mes parents, etc., etc., etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais quand on a tout le monde qui réfléchit comme ça devient un problème. Justement. Okay. Parce que justement les entreprises ne peuvent pas employer tout le monde. Voilà, et l'entreprise a besoin de gens sur lesquels on peut s'appuyer. Okay. Quelqu'un qui dans sa liberté, dans ce qu'il veut accomplir, croise le destin de l'entreprise et décide d'avancer avec l'entreprise. Je me souviens, j'avais une discussion avec qui pourra peut-être vous surprendre, avec certains chefs d'entreprise ici à Douala, de petites et de grandes entreprises. Ils me disent que le problème au Cameroun, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Il faut vous rendre compte, des gens se plaignent de la main-d'œuvre qualifiée au Cameroun. Bon, peut-être ils n'ont pas complètement raison, mais il reste quand même un substrat de vérité dans ce que les gens disent, c'est que on a de plus en plus de difficultés à pouvoir recruter des gars capables de faire certaines choses. Dans le domaine technique, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et ça, vous pouvez discuter au GICAM, partout, etc. C'est devenu de plus en plus compliqué. On a pourtant ici au Cameroun plusieurs institutions qui forment justement des jeunes dans des formations professionnelles, les BTS, licences et tout ça. Mais d'où provient donc... Quand j'entrais dans votre campus tout à l'heure, j'ai vu sur une plaque écrit dehors, là, ici nous formons des étudiants pour les entreprises, un truc comme ça. J'ai vu quelque chose. C'est ça qui est écrit sur le fronton d'une porte là-bas. Voilà. Et je me dis que ce sont des choses comme cela, même comme peut-être je ne suis pas à 250% d'accord avec ce qui a été écrit, mais il faudrait que les écoles aient une vision de l'étudiant qui veut le former. Okay. Quand on fait de l'école un business dans le sens, c'est-à-dire on est en train
de passer à côté de la vocation propre même de l'école, qui est de former un individu pour la société, au-delà de l'entreprise, pour la société, un individu qui pourra s'insérer dans la société, qui pourra faire des choses utiles pour la société, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa future femme, etc. etc. C'est cet individu-là qu'il faut former. Et cet individu-là qui manque de plus en plus. Et je dois vous dire, si vous regardez les entreprises, les postes de haut cadre, beaucoup d'entreprises recrutent à l'extérieur du Cameroun. Si vous regardez par exemple Orange, MTN, Guinness, Peranco, au senior management, beaucoup de gars qui sont senior management, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Okay. Pourtant, tout le monde est d'accord de dire que les Camerounais sont intelligents, mais je pense qu'il y a un problème. Je ne suis pas expert en éducation, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'éducation qui rend notre tâche à nous de plus en plus difficile. C'est-à-dire les entrepreneurs, etc. Ça devient de plus en plus difficile de recruter quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Pour cela, je pourrais vous... Comme je vous dis, vous fréquentez le mieux des patrons, vous allez voir que la question du recrutement est une question très très compliquée. Les gens mentent beaucoup sur leur CV. Les gens disent qu'ils font des choses qu'ils n'ont pas fait. Les gens disent, les gens ont des diplômes qui ne sont pas forcément relevants. Moi, récemment, l'année passée, j'ai eu un stage des gars de Polytechnique. Ils avaient la volonté, mais il y a des choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Mais bon, comme je dis, je ne suis pas expert en éducation, mais je voulais prendre cet instant, puisqu'on est dans l'université, on est dans cet endroit-là, pour vraiment mettre ce problème-là sur la table. Okay? Et je pense que c'est, comme je dis, c'est un problème d'individu. Je pense que les étudiants doivent prendre de plus en plus, excusez-moi l'anglicisme, le ownership de leur parcours étudiantin. D'accord. Donc, selon vous, il se pose donc un problème de compétences pratiques des jeunes diplômés au sortir de l'école. Oui. Donc, pour revenir sur vous, vous êtes ingénieur en génie logiciel et vous êtes sorti de l'école, vous avez travaillé pour plusieurs multinationales. Donc, quand je suis sorti de l'école, je vais vous expliquer. Quand je suis sorti de l'école, j'ai eu des amis qui ont fait d'autres écoles au Cameroun. Je me souviens bien d'une anecdote, puisque quand j'ai sorti de l'école, j'ai eu la chance d'avoir une bourse. Okay? On m'a proposé une bourse parce que bon, j'étais le major de ma promotion et on m'a donné une bourse pour aller à Lille pour faire une recherche dans ce qu'on appelle un système d'art, un système. Une bourse dans une école au Cameroun? Non. Une bourse pour un département du CNRS. CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique en France. Mais attendez. J'arrive. D'accord. Donc, non pas une bourse au Cameroun, j'ai une bourse de recherche. J'ai une bourse de recherche. J'ai une bourse de recherche pour aller continuer, pour faire une espèce, pour faire la recherche à l'INRIA, qui est l'Institut national français de recherche en informatique et en automatisme. Voilà. Donc, je me souviens que, bon, ça c'est après ça, j'ai rejoint une compagnie qui fait dans la sécurité informatique. Bon, ça, on n'en a pas parlé la dernière fois. Voilà. Et je me souviens que j'avais un ami qui est toujours mon ami d'ailleurs, qui avait commencé son travail à la banque. Et à l'époque, comme je faisais des consultations, je restais souvent chez moi et je me déplaçais. J'ai commencé avec très peu de... Bon, j'ai eu la chance que je n'ai pas cherché de travail à la base, mais je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent. Okay? Et cet ami, il se moquait un peu de moi. Et l'une des choses qui m'a fait changer de secteur, c'est parce que je me suis dit que si je continuais dans le sens dans lequel j'étais en train d'aller, oui, je pouvais avoir un doctorat, oui, je pouvais avoir fait ceci, oui, je pouvais devenir enseignant, oui, je pouvais faire ceci, oui, je devais certainement rester peut-être en Europe, machin, etc., tout ça. Mais c'est pas comme ça que je voyais ma vie. Ok, c'est pas comme ça que je voyais ma vie. C'est pas comme ça que je voyais ma vie. Je sors d'une famille où tout le monde, je suis le seul ici au Cameroun, tout le monde fréquente à l'étranger. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que c'est très important que maintenant on forme nos leaders localement. Mais pour former nos leaders localement, il faut qu'on puisse relever le challenge de la formation. Okay, dans le sens global du terme. Et bon, dans les milieux dans lesquels je discute souvent, je pense que c'est important qu'il y ait de l'alternance. C'est-à-dire que quand on a besoin de gens qui puissent pratiquer. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup lorsque vous m'avez demandé la première fois de venir ici, j'ai pris le temps de regarder d'abord ce que vous faisiez avant d'accepter de venir. Parce que c'est bien qu'un étudiant en même temps apprenne du théorique et se confrontent à leur réalité. C'est extrêmement important qu'il y ait ce va-et-vient là constant. Pour revenir à moi,
le premier, après avoir pris ce premier job, et je vais dire pourquoi je ne parle pas de cette anecdote-là. Je n'étais pas en job, machin, etc., mais c'était très stimulant. C'est très stimulant. C'était un très très bon travail. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que je faisais. On travaillait pour les engrais, on faisait de la programmation de pare-feu. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle Intrusion Detection System. C'est-à-dire que les systèmes qui permettent de détecter lorsque quelqu'un essaye de prendre contrôle des appareils, etc. C'était des choses comme ça qu'on faisait. Bon, on n'a pas besoin de connaître les détails, mais c'était des choses comme ça dans lesquelles on travaillait. Très technique, très technique. Donc, après j'ai décidé de changer. Je pense que ce qui m'a décidé de changer, c'est que à cette époque-là, j'avais un ami avec lequel on travaillait sur un projet. Certains d'entre vous aussi doivent connaître ça. Il y a la recherche opérationnelle, il y a ce qu'on appelle la méthode de simplex, bon, des méthodes mathématiques qui permettent d'optimiser certaines choses. Et nous, on a travaillé sur notre première start-up à l'époque. En 2000, je peux dire peut-être 22 ans, un truc comme ça. On faisait ce qu'on appelle l'optimisation en milieu de production, parce que c'est là que ça permet de faire l'optimisation en milieu de production. On avait eu un rendez-vous aux brasseries à l'époque, c'était au Palais des Congrès. Il y avait un salon étudiantin qu'on avait organisé. On avait un rendez-vous là-bas. Et on s'est fait maltraiter par un monsieur des brasseries. C'est tout ça qui m'a fait dire que peut-être un bagage technique, mais il fallait que j'apprenne autre chose, il fallait que je change. Et c'est comme ça que s'opère ma volonté maintenant d'apprendre un peu plus de finance, c'est-à-dire que le métier du business, parce qu'à la base, je n'ai pas fait business à l'école, le métier du business. Et juste pour vous dire que tout est possible, il y avait un programme qu'on avait lancé cette année-là, panafricain, pour une multinationale. Au Cameroun, on voulait 6 personnes. Les gens lançaient les dossiers, machin et tout. C'était assez couru. Ils ont eu plus de 3000 candidatures, à ce qui paraît. Les gens déposaient vraiment les dossiers dans ce truc-là. Et moi, je suis parti. Juste comme ça, par hasard. Quand on a le temps, je dirai dans les détails de cela. On a fait lorsqu'on peut faire, c'était en plusieurs étapes. Bon, il y aurait test psychotechnique d'abord. Je suis arrivé ici à Douala, j'ai fait test psychotechnique parce qu'à la base je suis de Yaoundé. On a fait test psychotechnique. On est passé. Après on me demande, ok, lorsque vous allez entrer dans cette structure-là, où est-ce que vous voulez travailler? Je dis que j'ai coché finance. On me dit que mais je n'ai pas fait finance à l'école. Pourquoi est-ce que tu coches finance? Moi je dis que je ne me vois pas faire informatique dans une société. Parce que la façon dans laquelle moi j'avais fait l'informatique, c'était beaucoup plus dans le domaine de la recherche. Je ne me voyais pas faire informatique dans le cadre de l'entreprise. Non, absolument pas. Donc c'est comme ça que je fais. Et puis dans le dernier tour, j'étais avec des gars qui étaient spécialisés en finance, machin, etc. Mais à la fin, c'est moi seul qu'on a pris. D'accord. Les 6 personnes. Juste pour dire que c'est pas que je suis exceptionnel, bien, machin, etc. Mais c'est juste que quand vous pensez que vous devez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Vous devez seulement vous donner les moyens d'aller. Et vous avez également travaillé dans le secteur de la finance du côté de Londres. Oui. Donc je suis entré dans cette société-là. J'ai travaillé au Cameroun. J'étais le premier qu'on a expatrié à Londres, qu'on a envoyé à Londres en tant qu'expat. J'ai travaillé là-bas un moment. Je couvrais la zone Afrique, puis je suis revenu. On m'a envoyé, j'ai travaillé aux Seychelles. Bon. Aux Seychelles, après on m'a on m'a proposé un autre poste là, mais je ne voulais plus, j'étais plus dans la logique de l'entreprise. Je pense que ce que j'étais venu chercher, je l'avais déjà acquis, okay? Parce qu'entre-temps, j'ai fait une formation en financial management que j'ai complétée à Londres. Et puis j'ai décidé de revenir ici au Cameroun. J'avais déjà lancé la société, comme je disais dans cette interview-là. Et puis je suis venu, on a commencé à travailler sur Verify. Et c'est à ce moment donc, lorsque vous revenez au Cameroun, que vous décidez de lancer Verify? Non, j'ai lancé Verify quand je suis revenu de Londres la première fois. J'ai lancé la société. J'ai commencé à voir, mais je continue de travailler. Okay. Mais après, je me suis rendu compte que si je ne m'asseyais pas moi-même, cette histoire, ça devait être un hobby, ça ne devait aller nulle part. D'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, au cours de cette première partie, nous sommes beaucoup plus attardés sur le volet éducation. Donc, dans la seconde partie, nous allons parler de Verify proprement dit, c'est-à-dire de l'entreprise qui s'occupe des taxis, mais également d'autres choses. C'est dans un instant. Chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes en train de discuter avec le promoteur
mais également le manager de la start-up Verify, qui est une start-up camerounaise qui s'est implantée au Cameroun et qui travaille particulièrement avec les taxis. Donc, à présent, nous allons poser la question à M. Patrick Ewode, qui est le fondateur, pour qu'il nous parle de comment est-ce qu'il a eu cette idée-là de se lancer dans le domaine du transport, particulièrement au Cameroun, et surtout comment est-ce que le business tourne. Alors, M. Patrick Ewode, si vous nous présentez premièrement Verify dans sa globalité pour qu'on puisse comprendre. Donc, merci de parler. Verified, va du constat que, comme je vous expliquais, comme on a certainement discuté, comme vous avez vu dans certains articles qui ont été publiés, ça va du constat qu'au Cameroun, on n'a pas beaucoup d'informations spécialisées. Donc, vous avez la presse généraliste qui traite de la politique, etc. Mais bon, la politique, ça nourrit pas les citoyens. Donc, on a besoin de savoir où est-ce qu'on peut trouver un bon taximan, où est-ce qu'on peut trouver telle bonne chose, voilà, etc. C'est un problème global dans notre pays. Donc, on a une forte asymétrie d'informations. Donc, nous, c'était cette intuition-là que nous on avait au départ. C'est ok, il y a quelque chose à faire dans ce secteur-là. On ne savait pas exactement ce qu'on devait faire, machin, etc. Mais on savait qu'il y a quelque chose à faire dans le secteur de l'information et on pouvait faire quelque chose à l'intérieur qui devait être générateur de revenus et d'emplois et surtout de souveraineté pour notre pays. Donc, on est venu, on a commencé en se disant ok, comment est-ce qu'on peut donner une toute petite information aux gens dans le secteur pour qu'ils puissent prendre rapidement les décisions et qu'ils puissent valoriser assez cette information-là pour vouloir la payer. Donc on a lancé d'abord la première version de Verify qui était d'abord un site et où on voulait faire ceci, on voulait aider les gens via une espèce de mise en commun, de mise en partage des connaissances afin que ces tâches soient réalisées. Mais on s'est rendu compte que ça ne décollait pas. Voilà, comme un réseau communautaire, mais ça ne prenait pas, Et puis on s'est dit que non. En réalité, il faut montrer l'application directe. Donc, où est-ce qu'on veut aller? Donc, on s'est dit que poursuivons la logique, choisissons un secteur, ok, et puis montrons aux gens ce que ça peut donner, ok. Le rêve qu'on a dans la tête là, ce que ça peut être. Ok, si nous tous on s'y met, si nous tous on essaye d'aller dans ce secteur-là, dans ce sens-là. Donc on a pris, c'était du transport, comme on dit, c'était taxi parce que c'est un secteur névralgique. Tout le monde prend le taxi, la majorité des Camerounais prennent le taxi. Par exemple, à Douala, c'est plus de la moitié du parc automobile, les taxis. Donc taxi, moto, très peu de Camerounais ont des voitures. Donc le taxi, c'est vraiment le centre du Cameroun, c'est le Cameroun même. Donc on s'est dit, ok, si maintenant on peut donner l'information aux gens, savoir si le chauffeur que j'emprunte aujourd'hui, est-ce que c'est un bon chauffeur? Est-ce qu'il a un permis de conduire? Parce que c'est moi vous dire, après nous tous, on a à peine un chauffeur sur trois qui a un permis. Du Mans, oui, voilà, permis. Donc on parle plus de l'assurance, des pièces de l'automobile, etc., Parce que ce sont toutes ces choses-là qui amènent du risque dans la voiture. Parce que lorsqu'on vous agresse dans une voiture, c'est parce que généralement on ne peut pas tracer cette voiture-là et qu'on ne peut pas tracer le conducteur. Donc, et qui sont certains de cela. Donc nous on essaye justement de pallier à cela. Mais avant de continuer, juste une question, pourquoi avoir choisi les taxis et pas les motos par exemple? Oui, effectivement, très très bonne question. Le problème de la moto, c'est le montant de l'investissement. C'est-à-dire la moto coûte 200-250 000 francs. C'est assez volatile. Ok, la moto c'est assez volatile. Aujourd'hui, c'est pas quelqu'un peut conduire, l'autre peut conduire, etc. On peut facilement se déplacer à la moto, on peut facilement se débarrasser d'une moto. C'est pas la même chose d'une voiture. Ok, donc le problème de la moto, il peut être résolu, mais il faut d'abord qu'il y ait un soubassement de régulation. Aujourd'hui, les motos, il y a très peu de régulation. C'est vrai que j'ai discuté avec un régional du ministère des Transports où à Douala 5e, il y a quelque chose qui commence à se faire, mais globalement, dans l'ensemble de la ville, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Ok, ce n'est pas encore ça. Parce qu'il faut bien comprendre comment les gens arrivent à la moto. Généralement, pas des gens qui ont un permis. Généralement, les gens qui sont en moto, voilà, tout le monde n'a pas de permis. Donc, en fait, ce qu'il faut faire sur la moto,
C'est pas une régularisation, mais c'est juste amener les gens d'abord dans un système. Et je pense que c'est hors cadre de Verified. C'est l'État qui doit à ce moment-là intervenir pour mettre d'abord, instituer d'abord un permis moto, que ce soit pris, que les gens puissent le prendre au sérieux, que les auto-écoles puissent naître pour que les gens puissent avoir ce permis-là, etc. C'est toute une chaîne qu'il faut créer. En termes de sécurité aussi, on peut dire qu'être dans un taxi, déjà c'est plus confortable. Voilà. Et aussi on est plus en sécurité. Voilà. Parce que en taux d'accident, parce que nous on est partenaire d'une émission sur SLTV. Une émission radio sur SLTV qui parle justement des accidents routiers, et vous verrez que la majorité des accidents routiers qui ont lieu, ce sont des motos. Généralement. Ce sont des motos. C'est une hécatombe, le problème des motos. Alors donc Verified, vous avez axé votre développement majeur sur... Je dois aussi insister, sans vouloir vous couper, sur le fait que la raison pour laquelle on a pris aussi le taxi, c'est parce que en fait les gens sont quittés du taxi pour la moto, pour plusieurs raisons. À cause de l'accessibilité des quartiers. Maintenant, il faut comprendre que le Cameroun, juste pour donner des informations, concentre plus de 54% des projets d'infrastructure dans toute la zone d'Afrique centrale. Donc, c'est-à-dire que le nombre de kilomètres de routes qui sont en train de se construire au Cameroun, c'est assez conséquent. Et de plus en plus, on aura des quartiers accessibles. Deux, pour la sécurité. Les gens vont sur la moto, ils se disent que bon, quand je monte sur la moto, je suis au moins seul avec le gars. Si quelque chose m'arrive, on peut au moins on peut gérer, on est deux. Voilà. Donc, c'est ça que beaucoup de gens se disent. Donc, les gens sont quittés du taxi parce que le taxi les a déçus à la moto. Donc, on a dit que recentrons-nous sur le taxi. On voit si les gens vont revenir d'abord au taxi. Et puis, la moto, on va voir comment est-ce qu'on va faire. C'est pas que c'est un problème mineur, mais c'est quelque chose d'important, mais il faut traiter pas à pas. Alors, en termes de chiffres, vous êtes installé au Cameroun depuis déjà 1 an. Oui, oui, principalement, vous travaillez à Douala et à Yaoundé. Oui, Yaoundé un peu moins, pour les raisons que je vais vous expliquer plus tard. Yaoundé un peu moins. Et pourquoi Yaoundé moins? Parce que Yaoundé, d'abord, bon, Yaoundé c'est la capitale du Cameroun. Et il y a certaines difficultés à Yaoundé. Et puis aussi à côté de cela, il y a moins de pouvoir d'achat à Yaoundé qu'à Douala. La classe moyenne n'existe pas trop à Yaoundé. Ce n'est pas seulement notre fait. Si vous regardez toutes les compagnies qui font dans le transport intra-urbain à l'intérieur de la ville, vous avez remarqué qu'à Yaoundé, la moitié de ces compagnies sont subventionnées par l'État. Soit les compagnies de transport privées qui existent à Douala, elles n'existent pas à Yaoundé. Parce que cette classe moyenne-là, elle n'existe presque pas à Yaoundé. Et qu'à Yaoundé, pour pouvoir entrer dans certains circuits, il faut avoir entre des mécanismes de marché public, machin, etc. et tout ça. Bon, c'est quelque chose de très bien, mais c'est quelque chose qui est bien plus lourd pour un jeune qui veut se... Non, pas forcément lourd, mais c'est juste que c'est un choix pour l'instant pour nous de se focaliser sur un B2C, être avec directement nos consommateurs, que de faire avec l'État. Pour l'instant, c'est pas trop ça notre... Alors, et déjà, combien de taxis à votre disposition? Enregistré dans notre giron, c'est 1000 taxis, grosso modo. 1000 taxis dont on a des informations dans nos bases de données. Parce qu'il faut comprendre, c'est Douala, Yaoundé, Boya et Limbe. Parce que lors de la CAN, juste pour préciser, on a fait un lancement avec le gouverneur de la région de Douala, le délégué du gouvernement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu l'appui dans les différentes villes pour étendre notre impact. Alors, Verified ne fait pas que dans les taxis, mais dans d'autres choses également. Oui, effectivement. Donc, lorsqu'on a lancé Taxi Verified, on a vu que ça avait beaucoup de succès. Donc, ça a eu beaucoup de succès. On a noué le partenariat avec la communauté urbaine de Douala. À la suite, on a fait un partenariat avec un Diageo Guinness Cameroun qu'on a lancé à la prise avec le directeur général. Donc on a vu qu'il y avait vraiment de l'intérêt au niveau de Taxi Verified, donc on s'est focalisé dessus, bien comprendre le problème, bien essayer de comprendre quelles sont les volontés du consommateur camerounais, notamment le consommateur camerounais ne veut pas forcément avoir un système qui va lui permettre d'appeler des taxis chez lui, machin, etc. Pas forcément ça. Le Camerounais moyen, c'est pas forcément ça sa volonté. Lui, il veut une offre de taxi qui soit sécurisée, confortable. Et quand je dis confort, c'est pas
climatisation, avec Wi-Fi, machin, etc. Beaucoup de Camerounais n'ont pas les moyens de payer ça. Et nous, notre offre est au niveau de la masse. C'est confortable, c'est-à-dire que ne pas forcément être surchargé. Okay. Être reçu par un chauffeur qui est professionnel, okay, et qui peut être disponible au cas où on a besoin de lui à la demande, à la maison, etc. Mais le gros du transport, c'est les gens s'arrêtent, ils stoppent le taxi et puis ils partent là où ils veulent partir. Donc dans vos offres de services, toujours pour rester sur Taxi Verify, il y a une offre de 500 par exemple pour l'utilisateur qui veut se déplacer, mais de manière plus confortable. Donc ça, oui, j'ai vu, il y a eu des gens, machin, etc., qui ont beaucoup parlé par rapport à cette offre-là. Oui, elle existe. Elle existe. Mais comme je dis, on était dans l'exploration du business et de la compréhension de qu'est-ce que les Camerounais veulent en termes de transport. Et comme je vous dis, ce qui revient beaucoup plus, c'est le confort. C'est le confort d'utilisation, pas un confort extravagant, mais un confort minimal d'utilisation. Un chauffeur professionnel qui ne vous insulte pas, qui vous rend votre monnaie, okay, et qui peut être disponible au cas où vous avez un accident à la maison, c'est à vous de transporter quelqu'un rapidement. Vous pouvez appeler Verify. Vous êtes dans une réunion, vous venez toucher l'argent, vous voulez un transport qui va ramener chez vous, vous pouvez appeler Verify, etc. Dans ce cas d'utilisation-là. Donc on a travaillé dessus, on a donné une offre qui... Vous pouvez appeler à partir du téléphone, à partir de l'application. Okay. Dans le cas de Taxi Verify, on va venir au reste plus tard. Voilà. Vous pouvez appeler à partir du numéro de téléphone pour avoir l'application. Les taxis sont là dans toute la ville. Vous allez voir les taxis avec des chapeaux distinctifs, avec le logo de Verify, le logo de la communauté, et puis un sticker collé au bord. Ils ont un numéro. Au cas où vous payez quelque chose dans le taxi, vous pouvez venir récupérer cette même chose-là. Donc, c'est autant de services que l'on rend disponibles aux différents Camerounais. Voilà. Et pour parler des autres activités? Voilà. Donc, là maintenant, on s'est rendu compte, parce que tout ce que nous on fait, ça part toujours du terrain, d'un constat du terrain. C'est très important, très important. On s'est rendu compte que les Camerounais, sont friands de chat. Tout ce qui est application de messagerie, etc. Et on s'est rendu compte que même quand on a lancé l'application, les gens ils envoyaient toujours des messages via WhatsApp, via Facebook, je veux le taxi, je veux. Donc c'est dit qu'en réalité, les gens veulent les gens veulent un support de communication pour pouvoir discuter en langage naturel, ce qu'on appelle langage naturel, techniquement on appelle ça le langage naturel, parler comme vous parlez normalement. Donc nous sommes les premiers, je pense que nous sommes les premiers même en Afrique, à utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, notamment les bots. On a mis ça dans notre nouvelle application qui va permettre maintenant aux gens de pouvoir commander le taxi en discutant. C'est-à-dire bonjour, je veux le taxi, je suis à Lorbaba, machin, etc. Ça me coûtait combien? Le robot vous répond, j'ai votre cotation et puis vous dit que le taxi arrive. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et ça a été fait non pas seulement pour le taxi, mais pour tous les autres business qu'on a vérifiés, tous les business avec lesquels on entre en partenariat. Parce que dans le cadre de notre partenariat avec Guinness, ce que nous on fait, c'est que le vendredi et le samedi, on transporte les gens dans les points chauds, c'est-à-dire dans tout ce qui est bar, machin, etc. On les transporte à 1000 francs CFA partout où ils veulent aller dans la ville. C'est ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est des courses à 1000 francs? C'est des courses à 1000 francs. La nuit, à partir de 22h jusqu'à 5h. Alors, chers téléspectateurs, vous avez certainement dû remarquer ce mouvement-là, ce trafic, pendant la foire Fomaric, où justement il y avait des taxis Verify qui transportaient des utilisateurs pour presque rien. Voilà. Donc ça a été fait et vous avez remarqué qu'il y avait des gardes qui étaient là pour sécuriser les transactions, pour éviter qu'il y ait des débordements, etc. Donc ce sont des choses que nous faisons de 22h à 5h par exemple. En moyenne, on transporte, on a calculé environ 250, 280 personnes par nuit. Okay, ce qui est quand même pas mal. Et on le fait déjà depuis 4 mois. Donc, sur un plan global, à Douala, vous transportez combien de personnes dans votre taxi? Voilà, environ on fait 40 personnes par jour par taxi. Donc les taxis qui sont, parce qu'on a des taxis qui sont sous, on appelle taxis élites, qui sont sous notre contrôle direct, des taxis qui sont sous un contrôle beaucoup plus lâche. Okay, voilà. Donc les taxis qui sont sous notre contrôle direct, c'est 40 personnes par taxi par jour. Et on fait aussi quelques petits déplacements dans les villes environnantes, Limbe, Bouya, etc., auxquelles on peut donner des voitures pour le faire. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'on fait dans notre stratégie, parce qu'on est à l'université, c'est qu'on a pris le taxi comme point de pivot. C'est-à-dire que
on a eu des partenariats avec plein de business, des hôtels, des restaurants, etc. C'était Apache Taxi. Donc, on a créé ce qu'on appelle un taxi magazine, dans lequel on fait la publicité des marques, des hôtels, etc. Des marques, etc. Citons pas de plusieurs autres marques aussi. On fait publicité et eux maintenant ils sont aussi dans l'application dont je vous parlais. Donc, et nous on vérifie qu'effectivement ils sont aux normes. Ok, ils offrent un certain niveau de qualité de service et maintenant on rend leur business disponible à tous les consommateurs. Donc vous pouvez aller maintenant vous chatter avec tel restaurant. Ah oui, vous n'avez pas besoin de connaître le numéro du personnel, le numéro du gars qui a le restaurant, etc. Vous allez directement vous chatter, vous réservez, vous payez via Mobile Money et puis vous avez votre plat disponible. Alors, pour tous les services. Alors via l'application Verify aujourd'hui, que vous soyez dans un restaurant, un hôtel ou un endroit du boucan qui est partenaire à l'entreprise, vous avez la possibilité de vous procurer un taxi Verify pour assurer la sécurité dans tous vos déplacements. Chers téléspectateurs, nous vous passons à l'instant un reportage vidéo réalisé par Investir Cameroun sur l'entreprise Verify. C'est dans un instant. C'est d'abord ici à Douala qu'elles ont commencé à apparaître. Ces voitures sont des taxis, oui, mais un peu particuliers. Ce sont des taxis verified qui visent à assurer une meilleure sécurité aux clients. Au Cameroun, les agressions commises par les chauffeurs sont quotidiennes. Alors Patrick Eodé a souhaité mettre en place une plateforme pour endiguer le phénomène. Nous, par l'identification des véhicules et ensuite la mise à disposition pour les clients de ces informations, on s'assure, on met déjà une première barrière de sécurité. Ensuite, l'autre problème de la sécurité, c'est le manque de revenus. Vous ne volez que parce que vous n'avez pas d'argent. Donc, aussi, en rétablissant cette confiance-là, on permet aux taxis de se faire beaucoup plus d'argent. Identification et augmentation des revenus des chauffeurs, voilà les maîtres mots de ce concept qui a séduit Clovis, chauffeur de taxi depuis 1988. À travers des autocollants, les clients sollicitent Verify et j'ai quand même des petits dépôts et des courses et je m'en sors. Avant, c'était un peu difficile. En moyenne, les chauffeurs gagnent entre 10 et 25% de plus qu'avec un taxi classique. Autre avantage, la société couvre 80% des frais de la sécurité sociale. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Avant, dès qu'il tombait malade, je me débrouillais toute seule. Ce financement, Patrick Eodé l'apporte à travers la publicité mise en place dans les véhicules. Pour le reste des recettes, c'est surtout grâce à la commission sur les courses, effectuée par téléphone ou sur l'application. Lancée en mars 2016, elle compte plus de 5000 téléchargements et permet de commander un taxi à Douala, Bouéa, Limbé et Yaoundé. La formule a également séduit la société Guinness qui vient de signer un partenariat avec la start-up. L'idée est de proposer le soir un taxi verified à la sortie des bars et restaurants. On ne voudrait pas que les gens se retrouvent dans une situation où, à cause de l'alcool, ils mettent leur vie en danger ou la vie des autres. Donc on dit, ok, vous pouvez consommer de l'alcool de façon responsable et soit vous désignez un conducteur pour vous ramener à la maison, soit on se charge de le faire pour vous. Cette initiative, baptisée Take Me Home, permet aux deux sociétés d'établir un contrat gagnant-gagnant. Nous, on doit être extrêmement créatifs. Donc, on a eu l'idée de faire Take Me Home, qui devait être un programme innovant pour Guinness. Les positionner en termes de leader, en termes d'image, en termes de créativité, en termes d'innovation. S'associer aussi avec une entreprise qui a cette image d'innovante, de crédible, etc. Nous, ça nous apporte de la crédibilité et aussi du financement, aussi de l'argent. Car Patrick Eodé n'entend pas s'arrêter là. Il lève déjà des fonds pour élargir son concept et faire de Verified un label. Il a d'ailleurs commencé à répertorier un réseau de professionnels. On y trouve des restaurants, des boutiques et des artisans, là encore vérifiés sous toutes ses coutures. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cet entretien qui a été très intéressant, très enrichissant surtout, parce que désormais, vous l'avez compris, vous pouvez vous déplacer de manière sécurisée maintenant dans notre pays, dans notre ville de Douala principalement. Alors, Monsieur Patrick Eodé, vous êtes vous-même un jeune entrepreneur. Ouais.
J'aimerais vous poser la question de savoir quelle est votre vision de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. J'ai même écrit un article dessus dans le cadre de la COP 22 au Maroc. Je pense qu'on se trompe, et notamment le thème que vous avez employé tout à l'heure, de start-up. C'est un thème que je n'aime pas beaucoup. Je préfère parler de petites entreprises parce que je ne pense pas qu'on ait vocation à créer des Facebook ou je ne sais pas quoi. Je pense que notre vocation au Cameroun, c'est de défendre notre territoire, dans le sens où les entreprises doivent essayer d'intéresser au maximum les Camerounais et non intéresser des journaux ou bien des gens à l'étranger qui vont vous miroiter des prix, mais je ne sais pas quoi. Parce qu'on remarque qu'on a beaucoup de gens qui se consacrent seulement à faire ce chose. Vraiment, s'il y a un petit conseil que je puisse donner, c'est de... Excusez-moi de vous couper. Donc, votre vision est la suivante. Pour vous, les jeunes ne doivent pas se concentrer à essayer de gagner des prix. Oui, voilà. Des prix, des concours, mais plutôt s'intéresser aux problématiques de la société. Effectivement. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Exactement. Parce que lorsque vous voyez des prix, par exemple, c'est fait par des gens qui sont généralement à l'étranger. On ne leur en veut pas. Hein. Ils sont juste dans une logique de vendre ou bien d'atteindre certains objectifs qu'ils ont. Okay, de montrer certaines choses qu'ils veulent démontrer. Par exemple, lorsqu'on vous donne un prix, par exemple, pour sauver des femmes enceintes, machin, etc., derrière, il y a l'idée que les Camerounais, la femme africaine, est maltraitée, elle n'arrive pas à se soigner. C'est cette idée-là aussi qu'on vend. Et c'est cette idée que vous êtes aussi en train de vendre à l'extérieur. Okay? Donc, il y a ce dialectique-là qui, à chaque fois, il faut prendre en compte. Maintenant, on ne vous donne pas les leçons, genre, chacun décide de faire ce qu'il veut, mais c'est très important de savoir où on va et pourquoi on va dans cet endroit-là. Il y a des concours qui sont organisés souvent, qui sont souvent des faits-valoir des sociétés qui les organisent. Pas pour mettre en exergue les machins, etc. Depuis 10 ans qu'on organise des concours. Où sont les sociétés? On n'en a pas. Okay. Pendant ce temps, les gens qui dominent l'entrepreneuriat au Cameroun, les gens qui vendent le poisson, etc., sont eux qui font le plus d'argent. Donc, à la fin de la journée, il faut se concentrer sur notre marché. Okay. Je fais la photo, etc., je me concentre sur mon marché. J'essaye de réussir à aider les gens dans mon marché avec les moyens que j'ai. Alors, voilà. En quelques mots pour terminer cet entretien, monsieur, je vais vous demander de vous adresser face caméra pour justement essayer de donner quelques conseils pour tous ces jeunes-là qui aimerait bien réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme vous à présent, monsieur. Ok. C'est pas suffisant, on ne peut pas dire que j'ai réussi. C'est un chemin. Donc, si on a quelque chose à dire aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'être sûr qu'ils sont capables de pouvoir tenir la distance. C'est-à-dire que, est-ce que d'un point de vue intellectuel, capital, est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir vivre de votre ambition? Ensuite, d'écouter vraiment les conseils des gens qui sont autour de vous et d'écouter votre marché. C'est très très important d'écouter votre marché. Et puis, si vous avez la passion et l'énergie, je pense que ce sont les deux ingrédients les plus importants pour arriver à vos fins. Mais c'est très important de savoir est-ce qu'on a le capital de départ, est-ce qu'on a le capital intellectuel, universitaire, et ensuite d'être financier pour pouvoir arriver à lancer de pareilles initiatives. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien, chers téléspectateurs. Tel que vous avez remarqué, nous n'avons pas été dans notre studio habituel aujourd'hui. C'est justement parce qu'il est en rénovation. Donc, nous avons plutôt exploité la salle de conférence de l'université. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. À la prochaine.